Bienvenue à tous. Super heureux de vous avoir aujourd'hui. Donc, on va parler de biodiversité. Donc, sur un thème peut-être en introduction qui me tient tout particulièrement à cœur. En fait, le projet Agotera a commencé il y a maintenant tout pile 5 ans, en 2020, quand on a décidé de passer la ferme en bio. Donc, on a une ferme à Lille, à Villeneuve d'Ascq. Et en fait, en même temps de ce passage en bio, on a décidé de faire reculer la ferme d'1 hectare pour refaire venir la biodiversité. Donc on a planté l'équivalent de 1000 arbres, on a creusé une haie, on a mis en place des bandes fleuries. Et en fait, c'est hallucinant à quel point la nature est résiliente et est revenue à grande échelle sur cette parcelle d'1 hectare. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que ça nous a permis de recommuniquer avec notre territoire. On a recréé des liens. Donc nous, on est à Villeneuve d'Ascq, donc finalement un territoire périurbain. Et on a pu ramener des écoles, faire des plantations avec des entreprises. Il y a McCain, notamment dans la salle, qui est juste à côté. Ça a fait aussi changer la vision des choses. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que grâce à ce premier hectare, en fait, la mairie de Villeneuve d'Ascq et la métropole européenne de Lille est venue nous voir en début d'année en nous disant « Écoutez, c'est vraiment top ce que vous avez fait. On va vous donner 8 hectares normalement qui étaient à urbaniser. » Donc parce que là, on ne le voit pas, mais tout en haut, c'est le siège Europe de McCain. Là, c'était l'ancien siège Monde de Auchan. Juste derrière, c'est Bonduelle Monde. Donc on est sur finalement une zone où il y a une forte pression immobilière. Et ils nous ont dit, non, on a envie finalement de faire revenir la nature. Et donc on a ce beau projet, on crée finalement tout un écosystème. Il y a une quinzaine d'agriculteurs qui sont partie prenante. Et notre objectif, c'est de montrer que l'agriculture biorégénératrice à grande échelle est possible sur cette parcelle de 8 hectares. Et ça fait totalement le lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Donc on a 3 superbes speakers cet après-midi. Donc on a d'abord Clément qui est directeur climat et biodiversité chez Dior Parfum. Voilà, on peut applaudir. Bravo, je vois qu'il y a des supporters, effectivement. On a Mélanie qui est chargée de projet biodiversité dans l'ONG Noé. Un mot sur l'ONG Noé, c'est une entreprise c'est une ONG, comme dit le nom, donc une association qui a été créée il y a 20 ans. Ils sont spécialisés sur la renaturation de sites et notamment sur l'axe biodiversité. Et actuellement, ils ont un impact sur à peu près 70 000 hectares de terres agricoles par leurs actions. Et ensuite, on a Claire, qui est chez Agotera depuis presque 3 ans, qui est notre directrice expertise et qui porte justement l'écriture de cette méthodologie biodiversité dont on va parler aujourd'hui. Un grand merci d'être là et puis je vous souhaite une très bonne conférence qui va durer 30 minutes sur la partie présentation de nos 3 interlocuteurs et ensuite on prendra des questions, on va garder 10-15 minutes pour prendre vos questions. Donc gardez-les bien en tête pour la fin. Merci et bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous. Une petite image pour illustrer, introduire cette conférence. À gauche, le pare-brise de mes parents quand on partait en vacances, il y a 30 ans, et à droite, le pare-brise des voitures d'aujourd'hui. On voit la différence, on voit plus d'insectes écrasés sur nos pare-brises. Ça peut faire rire, on peut dire chouette, on a des voitures propres, mais en fait, ça montre un phénomène qui est réel et qui est extrêmement inquiétant. Parce qu'en fait, en 30 ans, on a perdu 70% de la population d'insectes en Europe. Juste un exemple donc pour illustrer ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, l'érosion massive de la biodiversité sur Terre. On parle du coup de la 6e extinction de masse, en référence aux 5 précédentes qui ont eu lieu dans les temps géologiques. Donc dans les précédentes extinctions, il y a eu environ à chaque fois 75% de la biodiversité qui s'est effondrée, qui a disparu. Là, on n'en est pas encore là, mais quand même, on se dirige bien vers cette direction, puisqu'on estime qu'au rythme actuel, à la fin du siècle, il pourrait y avoir 50% des espèces qui auraient disparu. Donc le constat, il est extrêmement grave, et d'autant plus que c'est une crise qui est extrêmement rapide.
Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours imaginé l'extinction des dinosaures comme un jour il y a une météorite, boum, et puis en 24 heures il n'y a plus rien sur Terre. En fait, pas du tout. Alors c'était il y a 66 millions d'années, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé précisément, mais il y a eu une météorite, il y a eu des éruptions volcaniques, il y a eu plein d'autres effets environnementaux qui ont entraîné un lent déclin. Mais en fait, l'extinction des espèces à ce moment-là, et notamment des dinosaures, elle a eu lieu plutôt sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, voire 1 million d'années. C'est un temps qui est extrêmement court à l'échelle géologique, mais nous, ça nous paraît immense. Et là, voilà, ce qu'on dit, c'est qu'en quelques siècles, en gros, on pourrait vivre le même bouleversement. Donc c'est une crise qui est 1000 fois plus rapide que les crises précédentes. Donc, face à ce constat, nous, à GoTerra, on travaille sur le sujet de l'agriculture, c'est le sujet d'aujourd'hui. L'agriculture, c'est une des premières victimes, évidemment, de l'érosion de la biodiversité. On parlait des insectes tout à l'heure. Aujourd'hui, 75% des espèces cultivées ont besoin de la pollinisation pour produire, 80% des espèces sauvages. Et on l'observe déjà, en fait, dans les espèces cultivées, une baisse des pollinisateurs peut entraîner une baisse de rendement de 5 à 80%. Par exemple, tout bêtement, le colza en Europe, sans pollinisateurs, le rendement va baisser de 30%. C'est donc une grande victime, responsable aussi, on va le voir aussi, mais du coup, c'est aussi un secteur qui a un énorme potentiel pour maintenir et restaurer la biodiversité si on inverse la tendance. Donc là, je vous ai partagé 4 grands facteurs d'impact d'érosion de la biodiversité. Le premier, c'est les habitats, donc la perte d'habitat. Et donc dans l'agriculture, par exemple, si au lieu d'arracher des haies, on plantait des haies, ou on installait plus de bordures de champs, ou on faisait plus d'agroforesterie, ça c'est reproposer et régénérer des habitats et de la nourriture à la faune. Et on observe localement, par exemple, quand on installe des haies, de l'agroforesterie, des bordures de champs, une augmentation de la biodiversité locale de 30 à 70%. Donc ça a un impact direct assez impressionnant. Il y a la question des prélèvements, où dans l'agriculture, dans les grandes cultures par exemple, si au lieu d'exporter la récolte, de faire un sol tout propre en enlevant tous les résidus, si au lieu de faire ça, on laisse les résidus sur place, voire on installe des couverts pour produire de la biomasse et le restituer au sol, dans ces cas-là, on soutient la vie du sol, qui est indispensable pour produire. Et un autre chiffre intéressant, c'est que 59% de la vie sur Terre est sous terre. Donc en fait, quand on parle de biodiversité, c'est aussi ce qui se passe sous nos pieds. Et c'est cette biodiversité sous la terre qui crée la fertilité des sols, en fait, et qui nous permet de nous nourrir. Le changement climatique, évidemment, parce qu'on parle souvent changement climatique d'un côté, biodiversité de l'autre, mais en fait, c'est 2 sujets qui sont intrinsèquement liés et qui s'alimentent l'un l'autre. Et donc l'agriculture étant une grosse émettrice de gaz à effet de serre, elle a aussi la capacité de réduire les émissions et de stocker du carbone dans les sols agricoles. Et enfin, les pollutions. Donc ça, c'est ce à quoi on pense peut-être le plus naturellement quand on pense biodiversité et agriculture, avec les pesticides, qui ont un impact important. Mais on parle aussi moins des engrais azotés, qui peuvent aussi avoir un impact important quand ils sont en excès, un impact sur la faune, sur le sol, mais aussi via le lessivage, par exemple, peut créer des phénomènes d'eutrophisation qui ont un impact important pour plein d'espèces, les poissons, etc. Donc l'agriculture responsable, mais donc un gros potentiel pour restaurer la biodiversité. Donc c'est là-dessus qu'on veut travailler chez GoTerra. À GoTerra, notre mission depuis 5 ans, c'est de relier les entreprises avec le monde agricole pour financer des projets de transition. Historiquement, on est rentré par l'angle carbone parce que c'est un indicateur qui est facile d'entrée pour les entreprises et qui leur permet déjà de s'engager sur ces projets. Ça fait très longtemps qu'on voulait travailler de manière plus holistique, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler que de carbone. Et donc, c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui, comment on élargit notre champ d'action pour inclure la restauration de la biodiversité dans les projets agricoles. Et je vais donc laisser la parole à Clément, qui nous présente la démarche de Parfums Christian Dior. Bonjour à tous. Je vous rassure, je ne vais pas vous présenter en détail l'empreinte carbone de la maison Parfums Christian Dior. L'objectif, c'est plutôt de recontextualiser et le cheminement et l'approche qu'on a eue
pour en arriver à travailler avec Agotera il y a maintenant 3 années, et pour aboutir sur ce projet qui lie carbone et biodiversité. Donc, pour ce contexte, pour rappeler, on a engagé maintenant, depuis 2021, pour la maison Parfum Christian Dior, une trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui est alignée avec les accords de Paris. Et pour cette trajectoire, on a à la fois des objectifs sur notre scope 3 qui, comme la plupart des organisations, représentent la grosse partie de nos émissions actuelles de gaz à effet de serre, et notamment pour nous deux postes importants qui sont le transport, notamment le transport de nos produits finis vers les marchés sur lesquels on a nos filiales commerciales et nos points de vente, avec historiquement l'usage de transport aérien et de transport maritime, et on travaille à avoir un maximum de transport maritime pour diminuer les émissions liées à ce transport aérien. On est sur un marché très concurrentiel, basé beaucoup sur l'innovation, et donc où on doit avoir une flexibilité de pouvoir avoir le produit disponible et en temps sur nos marchés. Et ça va engendrer, en tout cas ça engendre pour nous, un travail important en termes de plan d'action sur les process internes de développement produit, de planification de la chaîne de transport, mais également, et c'est important, tout le travail qui est réalisé sur nos démarches d'éco-conception pour réduire le poids de nos emballages. Et le deuxième poste important également qui contribue fortement à ce scope 3 de notre bilan, c'est celui sur les médias. Alors pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur les facteurs d'émission et ces méthodologies, on est historiquement sur des facteurs d'émission qui sont des conversions monétaires, donc des euros en équivalent carbone. Et actuellement, on travaille avec le groupe sur un outil qui nous permet d'avoir vraiment des calculs réels, donc à la campagne média, de ces émissions, et donc déjà de mieux mesurer, et derrière de mieux piloter et de mieux mesurer la performance associée à nos plans d'action sur ces campagnes médias. On a parlé scope 3, on a encore beaucoup de challenges, hein. C'est des objectifs qui sont à horizon 2030, on est sur une trajectoire de réduction, et on a le scope 1 et 2, enfin les scopes 1 et 2, également avec des objectifs à horizon 2030, où on a déjà atteint ces objectifs. On a des objectifs fixés à moins 50% en valeur absolue, qu'on a atteint déjà depuis un peu plus d'un an, presque 2 ans, notamment par la réduction des consommations d'énergie sur nos sites les plus consommateurs. On a bien sûr nos sites de production qui sont situés en France, mais également sur l'ensemble des sites qu'on peut avoir, que ce soit les sièges, les points de vente notamment. Et c'est dans cette logique, et d'où le titre « Réduire et soutenir », qu'on a été amené à être en contact avec Agotera, une fois qu'on a atteint ces objectifs de réduction alignés avec les accords de Paris, de voir sur les émissions dites incompressibles, en tout cas à date, qui restent sur nos scopes 1 et 2, qu'est-ce qu'on pouvait avoir en contrebalance comme projet, et qui soit, si possible, lié à notre chaîne de valeur. Et donc, depuis 3 ans, on a développé plusieurs projets, en tout cas soutenu plusieurs projets avec l'équipe d'Agotera, une dizaine, pour un montant, on dirait, d'équivalent carbone supérieur à 8000 tonnes. Et on a un certain cahier des charges, puisqu'on veut que ces projets soient liés à notre chaîne de valeur. Donc on essaye d'identifier avec les équipes des projets qui soient notamment liés à la production de betterave, puisque la betterave rentre dans la production de l'alcool qu'on utilise dans nos parfums. On a également des projets autour de la légumineuse, qui peut être une nouvelle génération d'alcool qui commence à arriver sur le marché. Et puis on a également du colza qui rentre dans la composition de nos glycérines sur la partie cosmétique notamment. Donc on essaie d'avoir ce lien entre les projets qui sont situés en France et notre chaîne de valeur. Et on va aussi avoir, si possible, des projets qui soient pas très loin de nos sites de production, afin de pouvoir organiser des visites ponctuelles dans l'année avec nos équipes, nos collaborateurs, pour aussi découvrir derrière le monde agricole, comment ces ingrédients, comment ces végétaux sont produits et comment ils rentrent ensuite dans notre chaîne de valeur. Et donc ces projets, c'est la bonne continuité, et c'est comme ça qu'Agotera est venu avec Noé nous présenter le projet de développement d'une méthodologie carbone et biodiversité, et donc de certificat biodiversité. Alors pour nous, quand on entend certificat, on n'a pas de besoin, on n'est pas lié à de la comptabilité de certificat biodiversité ou carbone, on le fait vraiment par engagement volontaire. Ça nous apparaît pertinent, puisque c'était d'ailleurs dans les premiers échanges qu'on avait avec Mathieu et l'ensemble de l'équipe, de pouvoir valoriser au-delà du carbone l'impact je dirais positif de ces actions de biodiversité sur les exploitations agricoles. Et il y avait historiquement sur la plateforme Terre à Terre à l'époque, ensuite Agotera, les co-bénéfices des actions qui pouvaient être menées.
Mais on avait besoin, c'est quelque chose qu'on fait nous également sur nos projets avec nos producteurs de matières premières, sur des projets d'agroécologie, de mesurer plus précisément les impacts et les indicateurs associés. Donc on a tout de suite dit oui pour être co-souteneur de cette méthodologie avec la Banque Postale et Christian Dior-Couture. Et après, je vais laisser la place aux experts qui vont vous présenter le détail, mais il y a cet intérêt pour nous d'avoir cette mesure biodiversité sur les projets et également, je dirais, à terme, de pouvoir se servir des enseignements de cette méthodologie potentiellement pour venir enrichir les méthodologies qu'on peut avoir sur nos process d'agroécologie chez nos producteurs et chez nos fournisseurs. Je laisse les experts en dire plus sur la méthodologie. Alors je vais commencer par vous présenter un peu l'objectif, la jeunesse du projet, et après Mélanie ira un peu plus dans le détail sur la méthodologie. L'enjeu, comme je disais, c'est d'élargir notre champ d'action. Là, vous voyez les 6 grandes familles d'impact en grande culture sur la biodiversité. Les 3 du haut, donc la couverture du sol, le travail du sol et la fertilisation azotée, c'est des pratiques, des leviers qui sont très présents dans la grande majorité des projets carbone en agriculture, tout simplement parce qu'ils ont un impact carbone potentiellement important. Par exemple, la fertilisation, c'est 75% des émissions d'une ferme en grande culture. La couverture du sol, ça permet d'augmenter le stockage de carbone dans le sol. Mais les 3 du dessous, donc la diversité des espèces cultivées, l'usage des phytosanitaires et les infrastructures agroécologiques, on les voit très peu en fait dans ces projets carbone. Donc nous, notre souhait, c'était vraiment de pouvoir travailler plus largement et de s'attaquer à tous ces sujets-là en même temps. Donc notre projet, c'est donc une approche plus holistique qui permet d'un côté de valoriser l'impact carbone des projets grâce au crédit carbone, grâce au label bas carbone, l'impact biodiversité avec des certificats biodiversité, et avec un impact social puisqu'on vient soutenir financièrement les agriculteurs pionniers dans la mise en place de ces pratiques. Notre vision pour ce projet, c'est évidemment une démarche d'innovation, puisqu'on veut allier les sujets carbone et biodiversité ensemble. Il y a un gros sujet évidemment de robustesse sur le calcul de l'impact biodiversité. Donc pour ça, on se place dans le cadre de l'IAPB et de l'OBC, je reviendrai après dessus. On a aussi une approche qui est résolument terrain. On veut que ce soit derrière facilement déployable pour participer au lancement d'un nouveau marché. Et donc, notamment, ça va fonctionner avec le suivi des pratiques mises en place. Mais nous, dans toute la construction en fait, du fonctionnement des projets, donc de la méthodologie et l'implémentation des projets, on échange de manière itérative avec des agriculteurs pour avoir leur retour sur les pratiques, sur est-ce que ça leur parle, est-ce qu'on va se prendre une levée de bouclier si on propose quelque chose, quel est le bon niveau de rémunération pour que ça soit attractif. Et collectif, évidemment, comme dans toutes les démarches d'Agoterra, j'ai envie de dire. Donc collectif, on en reparlera, mais voilà, à la fois dans le comité d'experts qui nous entoure, dans nos partenaires terrain, et puis des financeurs qui sont aussi dans cette démarche collective de soutenir ce projet innovant. Donc, pour avoir un cadre fiable et robuste, on se place donc dans le cadre de l'IAPB, qui est une organisation au niveau international pour justement définir un cadre pour des... alors, ils appellent ça crédit biodiversité à haute intégrité. Donc, eux, ils utilisent le terme crédit, qui est plutôt... Parce que, en général, les anglophones font pas trop... Enfin, il y a moins de différence, on va dire, entre crédit et certificat. Nous, on souhaite vraiment ce terme de certificat pour éviter de tomber derrière dans une démarche de compensation. Voilà, on veut pouvoir mesurer et valoriser le gain biodiversité, mais sans que ça vienne, on va dire, compenser une destruction par ailleurs. Et donc, dans le cadre aussi de l'OBC, qui est une initiative française, notamment avec le Muséum d'histoire naturelle, pour quantifier les gains biodiversité des projets. C'est une initiative qui nous paraissait particulièrement intéressante parce qu'en fait, souvent, ce qui est compliqué avec la biodiversité, c'est qu'il y a énormément d'indicateurs, c'est un sujet très complexe, et quand on vient potentiellement faire la mesure sur l'état initial, on devrait mesurer beaucoup de populations pendant tout le projet, et ces mesures in situ, elles sont complexes, elles coûtent cher,
Et si on veut pouvoir déployer beaucoup de projets avec un score d'impact à chaque fois, on ne peut pas se le permettre. Au sein de l'OBC, Mélanie, on vous expliquera en détail, mais l'idée, c'est plutôt de dire, en fait, les experts, les scientifiques, aujourd'hui, ils savent quelle pratique a quel impact. Il y a eu beaucoup d'études quantitatives là-dessus. Et donc, on va plutôt faire des scores basés sur les pratiques agricoles mises en place qui nous permettent de quantifier ce gain biodive grâce à un grand panel d'experts. Et donc, la base de ce score d'impact, ça va être de suivre l'implémentation des pratiques pour avoir un impact en fonction de où en est la pratique, on va dire, sur les projets. À la fin du projet, donc une quantification au début du projet, annuellement ensuite, et à la fin du projet, et un audit en fin de projet pour justifier la bonne mise en place des pratiques. Et du coup, c'est un projet en 2 parties. Donc cette année, on va finir début 2026, l'élaboration d'une méthodologie d'application, parce que les grands principes du coup scientifiques et théoriques sont définis dans le cadre de l'OBC. Donc c'est pas nous qui le faisons directement, mais par contre, ces grands principes, il faut les décliner pour derrière les mettre en place dans des projets concrets. C'est pas du tout immédiat. En fait, il y a pas mal de travail, beaucoup de questions très concrètes pour que derrière, ce soit des projets qui soient pragmatiques et sur lesquels on puisse embarquer un grand nombre d'agriculteurs. Et le développement d'outils de diagnostic et de suivi. Et donc, on a donc des 3 financeurs, Dior Parfum, Dior Couture et la Banque Postale. Et ensuite, on lance derrière des projets pilotes, dont on reparlera aussi à partir de 2026, avec du coup là un nouveau groupe de financeurs, donc les 3 financeurs, mais ouvert à un plus grand nombre de financeurs derrière. Et voilà, je laisse Mélanie présenter le cadre. Merci. Alors, on attaque la méthode. Donc, à l'écran, vous pouvez apercevoir les 2 grandes familles de bonnes pratiques que l'OBC a pour l'instant travaillé avec tout le consortium. Donc, dans le consortium, il y a des assos, des bureaux d'études, des entreprises, des opérateurs terrain, agriculteurs, etc. Donc, ces 17 bonnes pratiques, là, elles concernent vraiment les milieux agricoles Europe de l'Ouest, géographiquement. Et les types de production couvertes, c'est plutôt de la culture végétale, mais plutôt grande culture ou culture industrielle. Elle évoluera au fur et à mesure avec de nouvelles productions. Donc il y a 2 grandes catégories. La première, c'est vraiment lié aux aménagements pour le paysage, les infrastructures agroécologiques. Là-dedans, on a les mares, on a les bordures de champs, on a également les haies, l'agroforesterie. Enfin, vous avez tous les exemples là-haut. Et puis, la deuxième famille complémentaire, elle est vraiment liée à la production. Donc, pour des grandes cultures industrielles, là, on va plutôt traiter tous les enjeux liés au travail du sol, tous les enjeux liés aussi aux produits phytosanitaires, qui sont répartis d'ailleurs en 3 familles différentes, herbicides, fongicides, insecticides, surface des parcelles, fertilisation. Enfin, vous voyez un peu l'étendue de cette grille. C'est quand même assez complet. Pour faire un zoom sur une bonne pratique, si on prend bordure de champ, pour que vous voyez un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces thématiques-là et ces 17 bonnes pratiques, chaque bonne pratique en fait, va être décomposée en niveaux. On a 5 à 6 niveaux. On va de 0 à 5 ou de 0 à 4, comme ici par exemple, le niveau 4 étant le niveau maximal, super idéal pour la biodiversité. À chaque niveau, on peut observer plusieurs choses. Soit il y a un nouveau critère qui apparaît, comme par exemple la hauteur de fauche à la 4e ligne qui apparaît qu'au niveau 2. Soit on va avoir un critère qui est déjà là depuis le début, mais qui va juste monter en ambition au fur et à mesure qu'on monte de niveau, type les largeurs de bordure de champ par exemple, où les mètres augmentent au fur et à mesure qu'on augmente de niveau. Voilà. Donc ça, c'est le principe général. Toutes les bonnes pratiques sont basées sur ça. Elles ont plus ou moins de critères à chaque fois. 4, 5, c'est une moyenne basse. Ça peut monter jusqu'à 10 parfois. Donc ça assure aussi une bonne vérification de la qualité et de la gestion de l'entretien, pas seulement de l'implantation de ces actions-là, dans le temps. Et à titre purement illustratif, en bas, vous avez mis des chiffres. Donc ça, ces chiffres-là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque niveau va être associé à un gain biodiversité. Ce gain, on va le récupérer via tout le travail que le muséum fait avec tout le consortium de scientifiques, qui est encore en cours. C'est pour ça que je dis que c'est illustratif, c'est pour que vous compreniez la mécanique. Et donc, pour info, les gains vont tous aller de 0 à 1. Ils vont tous être compris entre 0 et 1 plutôt. Donc 1 étant le max.
Là, par exemple, on a la bonne pratique niveau 4, bordure de champ, qui ne va pas jusqu'à 1. Ça veut juste dire que le niveau 4 ou 5 d'une pratique, de la pratique bordure de champ, ne vaut peut-être pas le niveau 5 de la haie, par exemple. Donc, d'une bonne pratique à l'autre, on a cette comparabilité aussi des gains de biodiversité. 2 infos avant de vous montrer un exemple d'application. Il y a 3 grands scénarios dans lesquels on peut s'inscrire en tant que porteur de projet pour obtenir des certificats. Le premier, donc ça pareil, c'est des hypothèses de travail de l'OBC, ça pourra aussi être amené à être évolué, précisé. Le premier est tout en haut, là, c'est le certificat qui couvre 100%, à 100% le changement de pratique, donc l'augmentation de niveau au fur et à mesure là, des années du projet. Le deuxième cas, et là, nous, on est plutôt sur celui-ci, le certificat va arriver en complément d'outils de financement existants. Donc, il y en a plein. Le but du certificat biodiversité, c'est surtout pas de remplacer des mécanismes qui existent déjà et qui fonctionnent. Donc, il vient en complément pour vraiment assurer une diversification des revenus pour l'agriculteur et un bon niveau final de résultats de bonnes pratiques. Donc voilà. Et le troisième, c'est plutôt un scénario de maintien, c'est-à-dire qu'il faut justifier que sans la rémunération liée au certificat, le projet descend en ambition, perte de rendement, enfin voilà, ça peut être plein de raisons différentes. Donc nous, on se met sur le deuxième. On est vraiment attaché aussi à bien distinguer les actions qui vont être rémunérées par chaque outil de financement, donc label bas carbone ou certificat biodiversité. On veut vraiment montrer que ce soit additionnel entre les deux et qu'il n'y a pas de superposition des financements pour les mêmes actions. Deuxième info avant l'exemple, c'est la création la création d'une nouvelle unité. C'est une unité surfacique, pareil, c'est issu des travaux de l'OBC, qu'on va tester là sur le projet pour voir si ça fonctionne. C'est le quality hectare. De façon très simplifiée, un quality hectare, ça va être 1 hectare sur lequel on va appliquer toutes les bonnes pratiques, les 17 au niveau 5, ou 4 si ça s'arrête à 4. Donc c'est vraiment le gain max atteignable. Il va être du coup identique pour chaque projet qui utilise la grille que j'ai montrée tout à l'heure. On ne peut pas faire mieux que ce gain-là, quoi. Et ce gain va s'appuyer sur du coup la somme de tout ce que les scientifiques vont produire, comme je disais tout à l'heure. C'est utile pour le reporting, l'unité surfacique, ça parle, donc voilà, c'est le parti pris. Et donc l'exemple. Donc cet exemple-là, il s'appuie sur des échanges qu'on a eus avec Jean-François de la ferme familiale, justement, à Villeneuve-d'Ascq. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Donc là, je vais vous montrer en gros ce qu'on commence à faire quand on arrive sur une ferme, c'est de faire un diagnostic initial. Donc, on prend les 17 bonnes pratiques et on regarde le niveau de l'agriculteur, T0, sur ces 17 bonnes pratiques. Ça nous donne une somme de gains initiaux. C'est les cellules grises qu'il y a à droite, grosso modo. Et donc, nous, ce qu'on a fait après, c'est qu'on s'est dit qu'on allait commencer à travailler sur un plan d'action qui va juste concerner 10 bonnes pratiques sur 17. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on veut vraiment que ce soit complémentaire au label bas carbone. Donc, on a vraiment isolé les pratiques qui, pour la biodiversité, sont très intéressantes et qui sont plutôt absentes dans le label bas carbone. Et après, l'exercice a été de demander à Jean-François justement de choisir qu'est-ce que lui, parmi cette présélection-là, il voudrait mettre en place. Donc là, par exemple, il a choisi 3 leviers principaux. Celui qui est à gauche, les bordures de champs, passer du niveau 1 au niveau 4 sur toute son exploitation, 135 hectares. Pareil, sur toute son exploitation, passer du niveau 0 au niveau 5 sur la thématique protéger la faune lors des récoltes. Et il a aussi sélectionné les 3 thématiques pesticides pour passer du niveau 0 au niveau 1 sur 15 hectares. Dernière info. Lorsque du coup un agriculteur choisit ces leviers-là à mobiliser, nous on va faire tout un travail là, qui est encore en cours de calcul d'une rémunération associée, comme on l'a cité tout à l'heure, donc qui comprend et l'entretien, l'investissement, l'accompagnement technique nécessaire, formation ou voilà, accompagnement d'un conseiller pour assurer la mise en place de ces actions-là. Donc là, c'est un chiffre pareil, c'est illustratif.
Et dernière étape, c'est justement le calcul des certificats associés. Donc en fait, on va faire un peu de maths, mais c'est très simple. Globalement, à chaque levier sélectionné par Jean-François, par exemple, on va aller chercher le gain biodiversité propre au projet donné par les scientifiques. Ces gains-là, on va les additionner. Ça va nous donner un score total pour le projet qui dure 5 ans. Donc au bout de 5 ans, le projet sera censé donner tel score de biodiversité. À chaque fois, c'est bien proportionnel à la surface sur laquelle c'est appliqué. Voilà, on fait tous ces petits calculs. On divise ça par le fameux score, le quality hectare, le niveau max, vous savez, de gain dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis on multiplie par la surface totale du projet. Donc mécaniquement, on ne peut pas avoir, pour une exploitation de 135 hectares, on ne peut pas avoir plus de 135 certificats. C'est le grand max qu'on pourra atteindre. Là, par exemple, avec les faux chiffres de gain biodiversité, le résultat donne 18, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Et voilà, on verra ça avec les résultats des scientifiques. Pour être encore plus concret, Claire, je vais te laisser la parole. Tu vas nous présenter les projets qu'on a prévu de faire sur les 30 fermes. Donc on lance du coup à partir de ce fonctionnement-là un projet pilote collectif à partir de début 2026, donc qui concernera une trentaine d'agriculteurs dans les Hauts-de-France et en Normandie. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'avoir des agriculteurs qui produisent notamment de la betterave et du lin, car faisant partie de l'approvisionnement de nos financeurs, on peut évidemment élargir et même de manière plus pertinente chercher des cultures complémentaires pour élargir le panel. Hop. Et du coup, comme Mélanie a commencé à le dire, mais en fait dans ces projets, l'idée c'est d'attaquer à la fois les leviers qui peuvent être financés par les crédits carbone, donc des leviers qui vont permettre la réduction des émissions ou le stockage de carbone dans le sol, et d'un autre côté, du coup, le financement d'autres types de leviers grâce au financement par les certificats biodiversité, donc soit d'infrastructures agroécologiques, soit sur le système de culture. Comme disait Mélanie, on a bien séparé les deux financements pour qu'il n'y ait pas de questions autour de l'additionnalité, même si en pratique, aujourd'hui, on sait très bien que le financement carbone ne rémunère pas du tout à hauteur des dépenses engagées par l'agriculteur, ça ne rémunère pas 100%. Donc voilà, on pourrait aussi financer ça, mais dans un premier temps, on sait que c'est beaucoup plus efficace de séparer deux financements, sachant qu'on vient en plus se mettre, par exemple, certains leviers comme la mise en place de haies ou de projets d'agroforesterie. On sait qu'il y a des associations locales qui sont très efficaces déjà dans l'accompagnement technique et dans la recherche de financement via le mécénat notamment. Donc, comme disait Mélanie, on vient en complément, on ne va pas doubler ou remplacer ce financement. On veut vraiment augmenter le type de financement pour qu'au final l'agriculteur s'y retrouve. Et comme l'idée c'est que vraiment que les deux thématiques soient réalisées en même temps, on se base sur le fonctionnement temporel du label bas carbone, ou des projets carbone en général d'ailleurs, donc un projet sur 5 ans, avec un premier diagnostic carbone et biodiversité au début du projet, la définition du plan d'action par l'agriculteur. Donc c'est vraiment eux qui peuvent jouer avec les différents leviers possibles à mettre en place, la rémunération en face, et donc ils font leur choix et ils définissent eux-mêmes le plan d'action avec l'aide d'un conseiller technique. Un suivi annuel, et à la fin des 5 ans, du coup la génération de crédit carbone par le financement carbone des leviers carbone dans le cadre du label bas carbone, et sur les pratiques liées à la biodiversité, la génération de certificats biodiversité dans le cadre de l'OBC. On ajoute à ça des sensibilisations aux agriculteurs, notamment une première sensibilisation sur la biodiversité et les leviers de manière générale. Parce que, par exemple, dans les premiers entretiens qu'on a fait avec des agriculteurs, on voit qu'il y a certains types de leviers qui leur semblent complètement absurdes. Ils se disent pourquoi j'irais mettre une mare dans mon champ. Et donc c'est quand même hyper important en fait déjà de leur expliquer pourquoi ils sont là. Après ils choisiront de le mettre en place ou pas, mais déjà pourquoi c'est là. Quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça peut apporter sur leur exploitation, etc. On en profite aussi pour faire des programmes de sciences participatives qui sont du coup suivis par l'association Noé, donc sur le suivi des populations de papillons de nuit, parce que les papillons sont des pollinisateurs très importants, et 95% des papillons sont des papillons de nuit, qu'on connaît encore mal en fait. Donc voilà, suivre l'évolution de ces populations sur les exploitations,
et des abeilles sauvages via l'installation et le suivi de nichoirs. Et je pense que j'ai fait le tour. Du coup, Clément, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Non, peut-être juste, vous l'avez dit, c'est en tout cas l'aventure. Là, c'est vraiment un collectif. Là, on est trois cofinanceurs avec la Banque Postale et Christian Dior-Couture, et bien évidemment avec Noé Agotera sur le développement de la méthodologie. Mais je pense pour rester dans cet esprit, vous l'avez dit, il y a des projets pilotes qui commencent à être planifiés, en tout cas à identifier. Plus il y aura de projets pilotes et plus je dirais la méthodologie pourra être testée et ça validera ou ça viendra augmenter sa robustesse. Donc c'est plutôt un appel dans la salle et à ceux qui suivent le projet de près d'avoir d'autres partenaires et d'autres organisations qui nous rejoignent pour ces projets pilotes. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Ouais, un projet qui nous tient beaucoup à cœur chez Agotera, et c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir cette logique de collectif, de pouvoir rassembler l'énergie, les idées et de pouvoir travailler dans différentes filières. Donc l'idée aussi d'emborder d'autres filières, d'autres agriculteurs dans la démarche. Et merci beaucoup pour vos questions, pour les 3 interventions, on peut les applaudir.